Voilà. Eh bien donc, bienvenue à tous. Je vais tout d'abord me présenter. Donc, je m'appelle Sylvie Laspina, je suis agronome et c'est moi qui suis animatrice de ce tout nouveau projet qui naît ici dans la région, qui est le réseau Radis. Voilà. Ah merde, ça passe pas. Pourquoi mes slides ne changent pas? Ah, ça y est. Voilà. Alors, le réseau Radis, on va vous expliquer en 2 mots ce que c'est, mais tout d'abord, qui sont les porteurs de ce projet? Donc, Nature et Progrès ASBL, c'est une association qui existe depuis plus de 40 ans en Wallonie et à Bruxelles. Et nous sommes actifs très fort dans la sensibilisation à l'agriculture biologique, au jardinage biologique, à l'alimentation biologique, à l'éco-bioconstruction et aussi tout ce qui touche à la décroissance et à un modèle de société alternatif. Voilà, donc nous comptons approximativement 6 000 membres en Wallonie et à Bruxelles. On organise pas mal d'activités, des conférences, des ateliers au sein de nos locales de bénévoles qui sont répartis un peu partout en Wallonie. Nous organisons aussi, et vous le connaissez certainement, le Salon Bio Valériane à Namur. Ça fait 40 ans, je pense, ou presque 40 ans qu'on l'organise maintenant. Et nous avons également une librairie écologique à Jambes, où vous pouvez aussi commander toute une série de livres spécialisés dans l'écologie et dans les modes de vie un peu alternatifs. Voilà. Ça, c'est Nature et Progrès. Et donc, nous collaborons dans le cadre de ce projet. C'est un projet que l'on a créé ensemble avec la Fondation Ceres. Et là, je vais laisser Anne-Christine prendre la parole pour vous présenter la Fondation. Bonsoir à tout le monde. Alors, je ne suis pas seule de la Fondation puisque Isabelle, ma collègue, mais également le père Benoît sont là. Alors, la Fondation Ceres, elle est issue de l'abbaye de Leffe qui a voulu revoir sa philanthropie et s'assurer d'un impact local sur le bien-être et le bien-vivre des habitants. L'idée initiale de nos fondateurs, c'est de se rapprocher du mouvement de la transition et qui pousse à réinventer notre façon de vivre ensemble et avec notre environnement. Notre mission est de faciliter l'émergence, la maturation des projets qui peuvent assurer l'amélioration des conditions sociales et environnementales sur le territoire privilégié que la Fondation a défini autour des communes d'Anhé, Dinan, Astières, Houillé, Onhé et Ivoire. Alors, dans ces actions et ces projets, ils tournent en fait autour de 4 thématiques qui sont alternatives de production et de consommation, dans lesquelles on va retrouver le réseau Radis, l'inclusion sociale, la valorisation du patrimoine et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Voilà, on est une fondation toute jeune puisque nous sommes nés en 2017, donc ça ne fait pas longtemps. Et si vous voulez au moins déjà quelques informations pour mieux comprendre qui nous sommes, je vous invite à aller rejoindre notre tout nouveau site web qui est le www.fondationceres.be. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute du projet. Merci beaucoup Anne-Christine. Alors, le réseau Radis, c'est quoi? Eh bien, Radis, c'est l'acronyme de Réseau alimentaire Dinan solidaire. Donc, ce que l'on veut faire, c'est développer une alimentation biologique et solidaire dans la région de Dinan. Comme vous l'a dit Anne-Christine, on va travailler sur une zone d'action privilégiée constituée des 6 communes sur lesquelles la Fondation travaille habituellement. Mais je précise vraiment tout de suite que ce n'est pas fermé, donc on ne va pas bâtir un mur autour de ces 6 communes. On est tout à fait ouvert évidemment pour faire des partenariats avec les communes limitrophes, avec les producteurs ou avec d'autres structures, donc il ne faut pas forcément s'arrêter à ces 6 communes. Alors, je vais d'emblée répondre à une question qu'on m'a déjà souvent posée ici quand j'ai présenté le projet. Pourquoi le bio? Alors, le bio, c'est un label officiel qui permet d'avoir certaines garanties sur la méthode de production. Donc, quand vous utilisez le terme bio pour dire, tiens, ça, ce sont des carottes bio, ça, c'est un pain bio, etc., ça veut dire d'office que le producteur, le transformateur, etc.,
tout le monde au niveau de la chaîne, de la filière, est contrôlé par l'Europe par rapport à ces pratiques. Alors, le label offre des garanties les plus connues, évidemment, c'est la non-utilisation de produits chimiques de synthèse, comme les pesticides ou les engrais. Il y a un tas d'autres choses, évidemment, dans le label bio. Il y a aussi l'obligation d'avoir des animaux élevés avec un accès à l'extérieur et aussi l'interdiction d'avoir des cultures ou de l'alimentation avec des OGM, etc. Donc, il y a toute une série de choses qui sont garanties par la labellisation bio. Maintenant, ce qu'on entend souvent, ce sont des personnes qui disent moi, le bio, j'y crois pas. Et j'y crois pas parce qu'il y a plein de choses que le label bio ne garantit pas. Alors, qu'est-ce que le label bio ne garantit pas? C'est par exemple la taille des fermes ou la taille des industries de transformation de l'alimentation. Ça peut être aussi le fait que il y a un manque de diversification, que les produits ne soient pas diététiques. Il y a déjà des personnes qui m'ont dit mais oui, mais c'est pas possible d'avoir des chips en bio. Si les pommes de terre sont biologiques, on peut très bien avoir des chips en bio. Et alors, ce qu'on dit aussi, c'est que le bio n'est pas forcément local. Et effectivement, la réglementation bio ne traite pas de ces critères-là. Alors, est-ce qu'il faut rejeter le bio pour autant? Non. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est s'intéresser aux produits et renouer avec les producteurs. C'est vraiment une démarche intéressante. C'est de se reposer sur le label bio, mais aussi savoir qu'est-ce qu'il y a comme producteur, comme transformateur derrière ce produit. Et donc, forcément, à ce moment-là, on a des infos sur le fait que ce soit local ou pas, que ce soit une petite ferme diversifiée en polyculture élevage, etc. Et donc, vous avez la possibilité de peut-être de découvrir le producteur qu'il y a derrière les produits, et vous pouvez aussi vous baser sur des labels qui sont complémentaires au bio, comme le label Nature et Progrès. Donc au sein de Nature et Progrès, on a depuis les fondements de l'association un label qui existait même en fait bien avant le label bio. Et c'est un label qui va bien plus loin que la certification bio sur les critères écologiques, économiques et sociaux. Donc, on organise des visites participatives avec des citoyens qui viennent visiter et, entre guillemets, contrôler les fermes. Donc, c'est une possibilité aussi. Voilà. Alors, il y a une raison aussi pour laquelle on souhaite rester dans le bio et ne pas sortir du label bio dans le cadre du réseau ici. C'est que, comme on va vous l'expliquer, on aimerait bien recréer des filières locales. Et recréer des filières locales, c'est aussi recréer des outils, par exemple des outils de transformation des céréales, comme un moulin, de transformation du lait, comme des fromageries, etc. Et donc, si on a des productions bio, en fait, non, je m'exprime mal. Donc, ces outils pourront avoir le label bio s'ils transforment uniquement, évidemment, des matières premières bio. Sinon, on perd en fait le label dans les produits transformés. Et donc, on ne peut pas mélanger au sein d'un outil de transformation des matières premières certifiées bio et des matières premières qui ne sont pas certifiées, même si elles sont produites dans des conditions très naturelles, en agroécologie, etc. Donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle on se focalise sur le bio. Maintenant, nous sommes tout à fait... on a envie d'exclure personne, évidemment, dans le projet. Et donc, on est là ici pour aider les personnes qui souhaitent passer en bio, examiner un peu les freins qu'il pourrait y avoir et essayer de trouver des solutions ensemble. Voilà, alors je vous propose maintenant de vous présenter un petit état des lieux de l'agriculture dans la région de Dinan. Donc, quand on a démarré le projet, on s'est posé la question de qu'est-ce qui était nécessaire de développer dans la région dinantaise. Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'agriculture et est-ce qu'elle est capable, par exemple, de nourrir les habitants de la région dinantaise? Que cultive-t-on tout d'abord dans la région de Dinan? Donc, quand je dis région de Dinan, on parle des 6 communes ici du projet.
eh bien, vous voyez que l'on a une grande part de prairies permanentes. Donc, 41% des surfaces utilisées pour l'agriculture sont des prairies qui ne sont jamais retournées. 32% sont des cultures de céréales, avec en tête le froment, l'orge, un peu d'épeautre et un petit peu de céréales diverses. On a également 14% de fourrage, puisque, vous allez le voir, c'est le slide suivant, on a pas mal d'élevage évidemment dans la région. Les fourrages, ce sont des cultures qui vont permettre d'alimenter les animaux et particulièrement par exemple les ruminants. On a également 11% de cultures dites industrielles. Donc, dans ces cultures, il y a le colza, les betteraves sucrières, la pomme de terre, par exemple. Et vous voyez, c'est tout petit, là, les rectangles orange, les fruits et légumes, c'est seulement 0,3% du territoire. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, on y reviendra. Alors, qu'est-ce qu'on élève dans la région dinantaise? Eh bien, on élève des ruminants. Donc, les ruminants, on compte les moutons, les chèvres et les bovins. Alors, malheureusement, on n'a pas de statistiques sur les moutons et les chèvres qui sont élevés sur le territoire. C'est absent des statistiques agricoles, mais on a les informations pour les bovins. Et on sait que sur les 6 communes, il y a 33 000 bovins, dont 3 400 vaches laitières et 9 000 vaches allaitantes. Donc, on voit qu'on a une dominance, une activité en élevage de vaches pour la viande qui est un peu plus importante que pour les vaches laitières. Le reste, hein, évidemment, des 33 000, à part les vaches, ben, vous avez évidemment tous les jeunes animaux et les taureaux de reproduction. Alors, on élève aussi des monogastriques. Les monogastriques, ce sont les porcs et les volailles. On compte 21 300 porcs dans les 6 communes, ainsi qu'un grand nombre de volailles, essentiellement des poulets de chair, donc 360 000 poulets de chair et 72 000 poules pondeuses. Voilà. Ça, ce sont les chiffres qui sont issus des statistiques fédérales. Alors, est-ce que ces productions peuvent potentiellement nourrir les citoyens? Alors là, je vais tout d'abord mettre en garde par rapport à ces chiffres et bien préciser que ce sont des estimations. En effet, si on prend l'exemple des céréales, on sait en Wallonie qu'il n'y a que 10% des céréales cultivées qui sont destinées à l'alimentation humaine, qui sont donc des céréales panifiables transformées en farine. Donc moi, je pars dans mes hypothèses du fait que dans la région dinantaise, on peut reprendre ces mêmes 10%. Maintenant, voilà, on n'a pas des chiffres plus précis pour la région. Donc ici, ce sont des calculs que j'ai faits pour essayer d'apporter une estimation assez vague, mais qui donne déjà quand même une idée de là où nous en sommes. Donc pour les céréales alimentaires, on serait à un auto-approvisionnement qui serait assez bon, en fait, à 96%, avec une production par habitant de 121 kg de céréales. Pour les pommes de terre, là par contre, on est très à l'aise au niveau autonomie, puisque nous produisons 415% des besoins. Tandis que dans les fruits et légumes, là par contre, on arrive à un chiffre de 4%. Donc, je l'ai repris en rouge parce que c'est très interpellant. Nous sommes très loin, avec les surfaces cultivées en fruits et légumes dans les régions dinantaises, d'arriver à nourrir la population de la région. Pour vous donner un autre chiffre, il faut savoir que pour la région wallonne, le Collège des producteurs a estimé que cet auto-approvisionnement était de 17%. Donc, c'est vraiment un problème qui est assez global en région wallonne. Alors pour les élevages, même exercice et même mise en garde aussi, donc ce sont des estimations, vraiment, il ne faut pas prendre les chiffres vraiment à la lettre. Donc on aurait une production par habitant équivalente à 500 litres de lait par an, ce qui couvre 165% des besoins. Et j'ai repris aussi les chiffres pour la viande. Viande de bovin, on serait à 940%.
Mais là aussi, je dois mettre en garde parce qu'on sait très bien que dans notre région, on a plus de naisseurs que d'engraisseurs de bovins. Donc, on a des productions importantes de veaux, mais on a quand même une forte proportion de ces veaux qui sont engraissés ailleurs et notamment en Flandre. Voilà, pour les porcs, on serait à 215% environ. La viande de volaille, 750%. Et les œufs, on serait à 180%, soit l'équivalent de 300 œufs par personne pour une consommation de 168 œufs. Voilà, ça c'était vraiment pour que vous ayez une vague idée de savoir, tiens, est-ce que les productions pourraient éventuellement nourrir les citoyens. Alors, quelques chiffres sur l'agriculture biologique maintenant. Donc, on a 43 producteurs bio sur les 261 fermes dans les 6 communes, ce qui représente donc 16% des producteurs. Je les ai repris ici sur la carte en fonction des communes. Donc, ce sont les différents points que vous pouvez voir. Donc, ces producteurs, je les ai contactés au début du projet. Donc, ça fait déjà ici quelques mois que l'on préparait le démarrage du réseau Radis. Et je les ai contactés pour voir un peu ce qu'ils font et ce qu'ils avaient envie de faire, ce qu'ils avaient envie de développer. Alors, on part d'un constat, mais qui est un constat qui n'est pas valable que pour le bio, c'est un constat général, c'est que peu d'agriculteurs ont une maîtrise sur la valorisation de leur production. Et on se rend compte donc que ces producteurs, ils produisent une matière première pour l'industrie alimentaire. Et donc, ben voilà, on n'a pas forcément des produits finis chez ces producteurs. On ne peut pas forcément aller dans une ferme chercher des produits finis. On peut trouver des grains de blé, des grains d'orge. Bon, l'orge, c'est pas très utile, mais voilà, on n'a pas forcément des produits finis dans les fermes. Alors, les transformateurs bio, on en compte 5 sur le territoire. La brasserie Caracol, que vous connaissez certainement. Mouly-Grange, qui est une activité qui démarre en meunerie à la ferme de Grange. La biscuiterie d'Estrée. Lionel Plaquette, qui fait des yaourts et du beurre à Houillet. Et Energy Snack, qui est une activité de transformation à la ferme à Anhé, c'est la ferme de la Cour, qui fait de l'huile de colza, des vinaigrettes et des galettes de lentilles. Donc ça, ce sont les transformateurs qui ont la certification bio. Alors en conclusion, donc en théorie, les productions végétales et animales sur le territoire sont suffisantes pour nourrir les habitants, sauf pour les fruits et légumes, où là vraiment on se rend compte qu'il y a un manque très important de ces productions dans la région. En conclusion aussi, la plupart des productions quittent le territoire pour être transformées par l'industrie alimentaire et on a quand même une volonté des producteurs de reprendre la main sur ces valorisations. Mais nous manquons d'outils qui permettent de les valoriser sur le territoire. On manque de moulins, on manque de fromageries, on manque d'ateliers de découpe de la viande, on manque d'ateliers qui permettent de nettoyer, d'éplucher et de prédécouper, par exemple, des légumes. Et donc, ce sont des choses qui sont vraiment à développer. Et donc, par conséquent, actuellement, on remarque quand même qu'on a très peu de producteurs qui sont en vente directe. Alors, un constat que j'ai fait ici dans les premiers mois du projet, où j'ai contacté un petit peu tout le monde, les producteurs, les transformateurs, j'ai commencé à contacter les commerçants aussi. On se rend compte qu'en fait, les acteurs du territoire ne se connaissent pas ou très peu. Et donc, en fait, on passe à côté actuellement d'un tas de collaborations qui pourraient permettre à chacun de consolider son activité, qui pourrait permettre à chacun de dialoguer et de collaborer ensemble. Et donc, vraiment, un des avantages ici du réseau Radis, de ce que nous voulons mettre en place, c'est de recréer du lien entre les acteurs, y compris les consommateurs, mais je vais y revenir. Alors, on ne peut pas évidemment faire le constat de la situation du territoire sans parler des difficultés que rencontrent de nombreuses personnes, qui sont des difficultés économiques et sociales. Et on a aujourd'hui quand même beaucoup de personnes en Belgique, on estime à 450 000 personnes le nombre de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire.
le nombre de personnes qui ne savent plus s'alimenter par elles-mêmes au quotidien et qui doivent faire appel à ces services. On sait aussi qu'avec la crise du coronavirus, ce nombre a augmenté et donc c'est une situation qui est très préoccupante et sur laquelle on veut vraiment travailler. On a trop tendance, malheureusement, lorsque l'on développe des initiatives alimentaires de manière générale, à oublier ces questions-là. Et vraiment, une ambition très forte du réseau RADI, c'est de bien prendre en compte l'humain et tous les humains dans la mise en place de ce réseau alimentaire. Alors, quels sont les enjeux auxquels nous souhaitons répondre? Eh bien, je l'ai dit, c'est cette alimentation solidaire, donc rendre les aliments bio et locaux accessibles pour tous. Et si possible, nous pensons que le réseau RADI donnera lieu très certainement à la création d'emplois, puisque l'on veut créer de nouvelles activités de transformation, par exemple. Eh bien, on pensera évidemment à la réinsertion socio-professionnelle. Alors, pour rendre l'alimentation accessible pour tous, nous mettons vraiment un point d'honneur à développer des solutions innovantes. Et donc, il va tout à fait de soi que si on veut développer des filières solidaires, si on veut rendre les produits accessibles pour tous, ce n'est pas en faisant pression sur les prix au niveau des producteurs. Ça, c'est tout à fait hors de question. On va juste déplacer le problème chez les producteurs qui eux-mêmes ont déjà souvent des difficultés à valoriser leur activité. Donc, ce qu'on veut mettre en place, ce sont des solutions qui sont vraiment inclusives et valorisantes pour les personnes, vraiment des solutions idéales. Alors, on a déjà quelques idées, peut-être développer l'autocueillette chez les maraîchers, mettre en place un magasin coopératif, une épicerie solidaire, mettre peut-être en place des chèques alimentaires bio et locaux qui permettraient aux personnes d'aller dans n'importe quel commerce et de payer à l'aide d'une carte, un petit peu style ticket repas, de payer leur panier de courses de cette manière. Peut-être mettre en place des groupements d'achat collectifs ou des jardins ou des vergers partagés. Donc ce sont toutes des pistes et il y aura certainement d'autres idées aussi que l'on aimerait bien pouvoir réfléchir ensemble. Alors, deuxième enjeu, vous l'aurez compris parce que j'ai fort insisté sur ce chiffre, c'est le fait qu'on manque vraiment de production de fruits et légumes sur le territoire et notamment de fruits et légumes bio. Alors, c'est quelque chose que l'on aimerait bien développer à la fois chez les producteurs et dans les jardins. Alors, chez les producteurs, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui des difficultés dans le lancement d'activités en maraîchage bio. Donc, on aimerait bien pouvoir aider des personnes à s'installer, à avoir accès à des terres. Nous avons déjà été contactés ici par plusieurs personnes qui ont un projet de ferme diversifiée dans lequel ils aimeraient bien accueillir des maraîchers ou qui ont des terres à mettre à disposition à des futurs maraîchers. Donc, on va essayer, nous, de créer le lien entre ces personnes. On va aussi bien donner le plus de chance à ces projets de voir le jour et donc on prévoit l'organisation au début d'année prochaine d'une séance d'information sur le maraîchage bio, comment ça fonctionne ce métier-là, qu'on ne connaît pas toujours très bien, quelles sont les modalités de certification. Et on va mettre en contact aussi avec une couveuse d'entreprise qui pourra aussi aider au démarrage de ces projets. Voilà, on va explorer des choses un peu innovantes ici aussi, comme le fait de s'associer à plusieurs maraîchers pour travailler ensemble et mutualiser. Et on aimerait bien aussi, dans le cadre de ce groupe de travail que l'on veut mettre en place, voir les possibilités de développer des prés vergers ou de l'agroforesterie fruitière chez les producteurs et donc replanter des arbres fruitiers en bordure des champs ou dans des prairies, etc. Alors pour les jardins, on aimerait bien aussi voir un petit peu les possibilités de
de renforcer les jardins et les vergers partagés. Donc, on sait qu'il en existe sur le territoire et on aimerait bien voir un petit peu quelle est la situation, comment ça fonctionne, et peut-être aussi développer la conservation des fruits et des légumes. Donc ça, ce sont aussi toutes des choses que l'on va pouvoir réfléchir ensemble. Un troisième enjeu, c'est la filière céréales alimentaires, céréales panifiables. Donc, quand j'ai fait le tour des producteurs bio sur les 6 communes, je les ai contactés pour voir un peu ce qu'ils font et ce qu'ils veulent développer. Il y en a pas mal qui m'ont dit, Sylvie, j'aimerais bien faire des céréales pour l'alimentation humaine, parce que pour le moment, ben, je cultive des céréales qui sont rachetées par un grossiste et qui partent soit vers l'alimentation du bétail, soit vers la production d'énergie. Voilà, donc il y a une volonté de faire des céréales alimentaires, mais évidemment, ben, ce n'est pas tout de cultiver et de récolter des grains, encore faut-il ensuite pouvoir les transformer, puisque vous comme moi, ben, on ne mange pas des grains crus au petit déjeuner. Donc, il sera question de réfléchir à la question de la mouture pour pouvoir avoir de la farine. Il sera question de réfléchir à peut-être une transformation secondaire ou à une collaboration avec des transformateurs comme des biscuitiers, des boulangers, etc. Voire peut-être développer un atelier de transformation. Pourquoi pas des pâtes alimentaires, des pâtes à pizza, etc. Donc, c'est aussi des choses que l'on veut pouvoir réfléchir et discuter ensemble dans le cadre du réseau RADI. Dernier enjeu aussi, c'est de rendre ces produits bio et locaux disponibles, accessibles partout. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que quand on est consommateur, qu'on recherche ces produits bio locaux, ben, c'est pas facile d'avoir des bonnes adresses. Il faut souvent se déplacer, on ne sait pas exactement où on peut aller. Et donc, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est à la fois un inventaire des points de vente de ces produits bio et locaux sur le territoire, donc des magasins à la ferme, des marchés, des épiceries, peut-être même des restaurants ou des cantines qui le proposent, mais aussi mettre en contact les acteurs pour qu'ils puissent initier des nouvelles collaborations. Et enfin, on a aussi une opportunité qui est assez intéressante ici sur le territoire, c'est qu'on a plusieurs écoles de la région dinantaise qui aimeraient bien rentrer dans une démarche de cantine durable, c'est-à-dire faire une transition dans leur cantine vers du bio et local. Et donc là, il y a un encadrement qui est fait actuellement par la SBL Influence Végétale pour les aider dans cette transition. Et donc ici, ça veut dire que ces cantines vont être à la recherche de produits bio et locaux. Et donc, il y a une opportunité, une occasion ici pour que les producteurs puissent nourrir les enfants dans les écoles. Voici donc les différents enjeux. Donc, une alimentation solidaire accessible pour tous, davantage de fruits et légumes bio, des filières céréales panifiables et alors le bio partout dans les collectivités, les commerces, chez les restaurateurs, etc. Alors les solutions, ça fait un moment à Nature et Progrès évidemment que l'on étudie ces sujets-là, comment est-ce qu'on peut redévelopper des filières locales, remettre en contact les producteurs et les consommateurs, et on est arrivé au constat qu'il manque dans les initiatives de territoire du lien entre les acteurs. Et donc, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on a des boulangers qui veulent travailler avec des farines locales en collaboration avec des producteurs locaux, mais qui n'ont pas toujours la possibilité de trouver, de rencontrer ces producteurs, et inversement. Donc, créer du lien, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc, identifier les besoins des acteurs, les mettre en relation, aller visiter les fermes des initiatives, etc. Y compris, évidemment, le consommateur qui, lui aussi, est en recherche d'informations sur les produits alimentaires et la manière dont ils sont produits, etc. Alors, deuxième constat aussi, c'est qu'on manque d'outils, je l'ai déjà signalé plusieurs fois.
à la fois un outil qui est un annuaire où trouver ses produits bio et locaux, mais aussi et surtout des outils mutualisés de conditionnement, de stockage, de transformation, de logistique au niveau des productions alimentaires. Alors, l'intérêt vraiment ici du réseau RADI, pour les professionnels du secteur agricole, eh bien, on compte à la fois avoir une aide à l'installation, notamment voilà, en créant des synergies. Il y a des personnes, comme je le disais de suite, qui souhaitent mettre des terres à disposition de maraîchers, etc. Alors, créer des outils qui permettent de valoriser les productions sur le territoire, du réseautage, donc mettre en contact les acteurs pour initier des collaborations. On peut aussi mener une réflexion sur la logistique, puisqu'on sait qu'actuellement, voilà, il y a beaucoup de producteurs ou de commerçants qui passent leur temps dans leur camionnette à aller chercher les produits un peu partout. Donc, il y a peut-être des choses à mutualiser à ce niveau-là. Et alors, évidemment, une visibilité et la rencontre du consommateur dans le cadre des activités du réseau RADI. Alors, pour les citoyens, les consommateurs, l'intérêt vraiment du réseau RADI, c'est d'avoir, on espère en tout cas, plus de produits bio et locaux sur le territoire, avec une mise en relation avec des producteurs et des transformateurs locaux et vraiment la possibilité, c'est repris juste à droite, de les rencontrer, de voir comment ils travaillent et de dialoguer. Alors, une information aussi sur les points de vente et également, on aimerait bien aussi travailler sur l'autonomie alimentaire et donc les possibilités de cultiver et d'élever soi-même. Et enfin, pour les acteurs locaux, c'est vraiment très très important. Ce qu'on veut faire ici dans le réseau RADI, c'est travailler avec les acteurs locaux, avec les initiatives locales qui sont présentes pour développer des synergies. Et donc mutualiser les énergies et les moyens. Et évidemment aussi contribuer à la visibilité de ces actions qui vont dans le sens du réseau RADI. Voilà, donc j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce qu'on veut faire. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner en pratique ? Alors, le réseau RADI, tout d'abord, il est ouvert à tous, donc il ne faut vraiment pas hésiter. C'est pour les producteurs, les transformateurs, les commerçants, tout le monde, y compris les consommateurs et n'importe qui. Donc, il ne faut pas avoir fait des études d'agronomie. Hein, on est vraiment là pour réfléchir ensemble, découvrir ensemble, etc. Et ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment un processus participatif. C'est vraiment impliquer toutes les personnes du territoire de manière à ce que les actions du réseau RADI correspondent vraiment aux besoins du territoire et à vos besoins. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc, on va proposer, à partir de janvier déjà, des groupes de discussion thématiques. Donc, on va se focaliser sur les 3 thèmes ici que je vous ai expliqués, l'alimentation solidaire, les fruits et légumes bio et les céréales panifiables. Donc, je vous proposerai, et ce sera à partir de demain, on va communiquer à partir de demain, un petit formulaire qui vous permettra de vous inscrire dans le ou les thèmes qui vous intéressent. Et ensuite, on fera des rencontres. Bon, pour le moment, ce sera en visioconférence, on n'a pas trop le choix, mais j'espère que nous pourrons très rapidement nous voir et aller visiter des fermes et aller visiter des initiatives pour développer un petit peu toutes ces idées ensemble. Voilà, donc les groupes de discussion thématiques. Alors, vous voyez que j'ai grisé la partie collectivité, commerce, restaurateur, parce que ça, c'est une partie du réseau qui est plus finalement une étude ou une mise en contact des personnes qui nécessitent pas vraiment en fait de réunions, de rencontres, de discussions avec tout le monde, quoi. Voilà, et alors, comment ça fonctionne? Le réseau RADI, c'est vous. Donc moi, j'ai la mission d'animer ce réseau et mon rôle va vraiment se limiter à rassembler, à catalyser, à provoquer les rencontres, mettre en lien, accompagner, stimuler
pour faire émerger les idées et vous aider aussi à voir ce qui peut marcher ou pas. Alimenter, soutenir, aller rechercher des chiffres qui seraient utiles, des personnes ressources qui pourraient nous aider ou des lieux de visite. Communiquer, partager, donc partager les comptes rendus des réunions, partager les invitations, communiquer vers les médias et aussi assister, garantir, donc veiller à la cohérence globale du projet pour bien rester évidemment dans nos objectifs et à sa pérennité. Donc ça, c'est ma petite mission dans le cadre du réseau RADI. Et ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est que finalement, les idées qui seront développées, ce sont les vôtres. Et c'est donc vraiment important que vous puissiez y participer. Voilà, un petit slide de fin pour vous rappeler mes coordonnées, mais je pense que vous les avez bien tous maintenant après vous être inscrit à la visioconférence. Il y a un site internet www.réseauradi.be, une page Facebook également. Et donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir plus clair sur le projet. Et en tout cas, à Nature et Progrès et à la Fondation Osiris, on est vraiment très enthousiastes et très motivés à pouvoir agir au niveau de l'alimentation et sur le côté solidaire. Et donc j'espère vraiment que j'aurai réussi à travers cette présentation à vous partager cet enthousiasme et qu'on pourra vous compter nombreux dans ce beau projet. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà. J'ai quitté le partage d'écran, là, c'est bon? Voilà. Place aux questions et aux remarques et à vos suggestions. N'hésitez pas à poser vos questions donc dans l'onglet Conversation. Il y a déjà des... Voilà. On avait une question de Xavier. Vous pouvez rallumer votre micro et nous poser la question. Donc Xavier Deloire, donc vous pouvez allumer votre micro et poser la question que vous aviez donnée dans la conversation. Oui, bonjour. Bonjour Xavier. C'était dans ton exposé, tu n'as pas cité les prairies permanentes. Et Oui. on sait, les prairies temporaires, pardon. Et que les prairies permanentes. Et comme on sait qu'aujourd'hui en bio, il y a beaucoup de bio qui sont sur les prairies dites temporaires, donc je pensais que ça pouvait jouer un rôle aussi important. Oui, j'ai repris les prairies permanentes et les prairies temporaires sont reprises au niveau des fourrages en fait, en culture non permanente, donc moins de 5 ans. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais en termes de surface, ça représente quoi par rapport aux autres surfaces? C'est ça que ça peut être parfois intéressant de voir justement. Oui. C'est un détail très technique. Oui, je t'enverrai la réponse par mail parce que j'avoue que je n'ai pas le chiffre ici devant les yeux et je ne vais peut-être pas prendre 10 minutes à le rechercher. Mais je peux t'envoyer, Xavier, la réponse par mail. Hein, j'ai ton adresse. Ok, merci. Merci, Xavier. Alors, Aurore a une question également. Alors oui, c'est toujours difficile d'essayer de la retrouver dans la conversation. Oui, j'avais une question par rapport à la manière dont le projet avait été initié. Donc j'ai bien compris qu'il était porteur de Nature et Progrès et de la Fondation. Est-ce qu'il est né d'une identification de besoins de citoyens, voilà, de préoccupations de territoire autres? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si Anne-Christine ou Isabelle a envie d'intervenir par rapport à cette question. Peut-être juste dire qu'il y a eu un diagnostic territorial en 2018
que le développement d'une ceinture alimentaire de manière très générale avait été proposé, qu'au niveau de ce diagnostic, on avait rencontré une série de personnes qui nous faisaient part de leur volonté d'initier quelque chose dans le cadre de la transition, mais que ce n'était pas si simple que ça. Et donc, le besoin par rapport à une alimentation, non, on ne l'a pas écrit quelque part, mais il y a quand même tous des signaux par-ci, par-là qui nous ont fait converger vers la proposition du réseau RADI. Voilà. Et du côté de Nature et Progrès, donc moi, ça fait 7 ans que je travaille ici dans l'association. J'ai eu la chance d'animer pendant 6 ans un projet qui s'appelait Échangeons sur notre agriculture, qui est un projet qui rassemblait aussi les producteurs et les consommateurs pour parler de problématiques agricoles comme l'accès à la terre, comme la crise du secteur laitier, le manque de céréales alimentaires aussi qui sont produites dans notre région. Enfin voilà, on s'est intéressé à toute une série de sujets et dans le cadre de ce projet, on organisait des rencontres. Et on arrivait à toute une série de pistes de solutions qu'on résumait dans des brochures qui étaient diffusées et puis un petit peu laissées au bon vouloir des acteurs locaux finalement. On a réuni tellement d'idées que ça nous chatouillait quand même un petit peu d'essayer finalement de les mettre en place au niveau d'un territoire. Et donc la rencontre avec la Fondation Ciris a permis voilà, de dire, voilà, on mène un projet pilote, toutes ces bonnes idées qu'on a rassemblées dans le cadre du projet Échangeons sur notre agriculture, maintenant on va essayer de les mettre en place, puisque c'est l'idéal partagé par tellement de personnes. Voilà, voilà. Vous êtes un peu nos Kobe, mais c'est un honneur quand même, parce que voilà, on va pouvoir faire des choses très ambitieuses ensemble. On a une question d'Audrey qui te demande déjà par curiosité si tu es de la région et qui choisira en termes d'organisation le projet qui hébergeront des groupes de discussion. Alors bonjour Audrey, donc je ne suis pas originaire de la région dinantaise, moi j'habite un petit village sur les hauteurs de l'Ardenne. Mais ce n'est pas grave parce que ça fait quand même un moment que j'ai un petit lien avec la région dinantaise quand même. Alors, parmi les différentes idées qui seront émises par les groupes de travail, voilà, moi j'imagine qu'il y en aura beaucoup. D'ailleurs, je vous en ai déjà proposé toute une série. Qui va définir ce qui sera mis en place? Ce sera une décision commune, évidemment, et qui devra être avalisée par Nature et Progrès et par la Fondation aussi, qui subsidie en très grande partie le projet. Donc, évidemment, si parmi les idées, il y en a, mais qui sont vraiment jugées de commun accord par tout le monde comme des choses tout à fait prioritaires, il est fort probable que ce soit les choses qui soient soutenues et qui puissent se concrétiser, évidemment, puisqu'on a vraiment l'objectif ici d'aller plus loin que de la discussion, c'est vraiment mettre en place des choses concrètes. Alors, ces étapes de discussion, de brassage d'idées sont importantes pour identifier les actions que l'on veut mettre en place, mais on a vraiment l'ambition de... Voilà, on veut arriver à des choses concrètes. Voilà, on veut que ça puisse faire avancer la situation du bio dans la région. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question d'Audrey, j'espère. On a encore une question de Véronique qui dit « Avez-vous envisagé un axe de sensibilisation de la population qui n'est pas déjà, comme nous, intéressée par le bio et le local ?» Êtes-vous intéressé par un axe de... Attends, parce que je vais essayer de le retrouver. Ou est-ce que Véronique veut activer... Oui. Est-ce que Véronique veut activer son micro pour poser sa question? Parce que Laura vient de me la lire, mais je vais pas tout suivre. Mais en fait, dans ce que vous avez présenté comme axe auquel vous avez pensé, moi, je ne m'y retrouve pas dans le cadre de ce que moi je connais, à savoir, ok, moi je suis très intéressée par le bio et le local, je pense comme toutes les personnes qui sont présentes ici, mais comment est-ce qu'on va sensibiliser, enfin, est-ce que vous avez pensé à comment on pouvait sensibiliser les autres personnes des communes sur lesquelles l'expérience va être menée?
parce qu'il y en a beaucoup, ils vont juste au supermarché parce que c'est facile, ou bien ils n'ont pas le moyen de locomotion et donc aller dans le village à côté chercher à la ferme les produits, c'est compliqué. Ben voilà, c'était juste un acte de... D'accord. Oui, la sensibilisation, c'est important, évidemment. On voit quand même hein, les chiffres du bio qui progressent. Donc, je pense que des personnes sensibilisées, des personnes qui veulent du bio, du local, qui réfléchissent, tiens, mais cette alimentation, elle vient d'où? Elle est produite comment? Est-ce qu'elle est nourrissante, nutritive? Voilà. Il y a de plus en plus de personnes qui se posent cette question. Et évidemment, mais oui, la sensibilisation est une chose importante. Alors, voilà, nous, on va voir, c'est encore une chose comment dire, c'est un grand volet, la sensibilisation, évidemment. On pourrait engager 10 personnes à temps plein pour faire que ça. Voilà, nous, on va surtout se concentrer, en fait, sur le premier constat qui est qu'il y a peu de produits bio et locaux aujourd'hui. Donc, même si on a des consommateurs qui sont intéressés par les produits bio et locaux, ils ne vont pas forcément les trouver aujourd'hui parce que, voilà, regardez, faites le tour des fermes bio sur le territoire, elles ne proposent pas, il y en a très peu qui proposent finalement des produits finis à acheter. Et donc, c'est deux choses qui vont aller ensemble, en fait. Il y a la sensibilisation d'un côté, mais il faut aussi travailler sur ces filières pour avoir des produits bio et locaux à proposer aux consommateurs. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque et c'est des échos que j'ai eus, notamment des épiceries qui me disent « Ah, mais Sylvie, moi je cherche des produits bio et locaux, mais je dois aller jusqu'à Ciney, je dois aller jusqu'à Namur pour trouver ces produits, alors qu'on pourrait peut-être les avoir plus proches ici, sur la région dinantaise. » Ok. Sylvie, peut-être dire aussi que ce n'est pas le seul projet que compte mener la Fondation Ciris et que donc cette action de sensibilisation à consommer autrement est présente, est en gestation, viendra, mais voilà, une chose à la fois. Mais donc, en tout cas, il y a quand même une réflexion pour avoir de l'éducation permanente sur le sujet à destination de différents publics parce que les préoccupations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Merci Isabelle pour ce complément. Une question d'Alessandro Mori. Alors, une question d'Alessandro Mori. Si tu veux allumer ton micro, Alessandro, pour la poser. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'avais une question en tant que producteur de viande, donc Oui. bio à Allemagne. Je voulais savoir s'il y avait moyen de mettre en place un atelier de découpe collectif dans l'arrondissement pour valoriser au mieux nos produits en tant que producteurs de la région, quoi. Oui, d'accord. Peut-être, pourquoi pas. Alors, le constat que j'ai fait, moi, quand j'ai fait le tour des producteurs, c'est qu'on a beaucoup de producteurs qui ils élèvent des veaux et puis ils revendent leurs veaux à des engraisseurs, enfin, via des marchands. Et donc, c'est vrai que dans le tour des producteurs que j'avais fait, et c'est vrai qu'Alessandro, nous, on s'est connus un tout petit peu en retard par rapport à ça, c'est vrai que la majorité des producteurs, en fait, si les veaux ne sont pas engraissés, ils n'ont pas vraiment besoin d'ateliers de découpe. Donc ça, c'était la difficulté. Maintenant, si on a suffisamment de producteurs qui ont besoin de cet outil, si en examinant ce qui existe autour, parce qu'on n'est quand même pas très loin non plus de Rochefort, de Ciney, où il y a des abattoirs, il y a généralement des ateliers de découpe. Il faut qu'on creuse un petit peu la question, qu'on voit s'ils sont bien certifiés bio, qu'on voit s'ils proposent bien les types de découpe que vous recherchez. C'est tout à fait quelque chose que l'on peut étudier, évidemment. Alors, on va voir avec les écoles, les cantines scolaires vont être à la recherche de viande bio et locale, et donc ce sera important de se pencher. Ça, je prévois de le faire. Voilà, de nouveau, ce sera un peu en dehors des groupes de travail parce que c'est plus une recherche, aller contacter les ateliers de découpe, voir ce qu'ils proposent, réfléchir à la logistique pour acheminer la viande vers les écoles, etc. Mais c'est quelque chose qu'on prévoit d'étudier aussi.
D'accord, merci, mais je me rends juste compte que, en fait, pour valoriser notre viande en bio, comme ça, Oui. c'est un peu plus cher d'engraisser, comme nous, on engraisse des vaches en bio. L'aliment est un peu plus cher, donc je me dis pourquoi pas mettre en place, peut-être en collaboration avec un abattoir, et pour alors vendre de la viande bio dans les écoles, et distribuer dans les CPAS, dans les écoles, voilà, dans les collectivités, quoi. Donc Oui, voilà, oui, tout à fait, hein. On aimerait bien vraiment pouvoir agir là-dessus, hein. Parce savoir que, valoriser au mieux le bio. oui. Et je pense aussi qu'à partir du moment où on pourra créer une filière viande bovine avec les producteurs présents, ben, comme vous, et d'autres, quelques autres aussi qui m'ont posé la question, ben ça pourra peut-être aussi stimuler des personnes qui aujourd'hui sont naisseurs, hein, donc qui élèvent des veaux et qui les revendent ensuite à des marchands, mais ils auront peut-être envie de développer un peu d'engraissement aussi. Ça va peut-être aussi stimuler le développement au niveau des fermes aussi, donc ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est bien d'avoir interpellé là-dessus et on va se pencher sur cette question. Merci beaucoup. Merci Alessandro. On avait notamment une question qui était, est-ce que les CPS seront impliqués? Alors, est-ce que les CPS seront impliqués? Bien évidemment. Donc, c'est évident, hein. Nous, on veut travailler avec tous les acteurs du territoire et les CPAS sont incontournables, évidemment, pour tout ce qui est question sociale. Il y a des CPS qui développent des actions dans l'aide alimentaire, dans la réinsertion aussi. Donc, oui, évidemment, on a contacté ici les CPAS des 6 communes de Dinan pour présenter le projet et mettre en place le plus possible, en tout cas, de collaboration, de synergie pour réfléchir ensemble à toutes ces questions. On avait aussi au tout début une question d'Alban Bouvy qui demandait quelle serait la place de la monnaie locale. Quelle sera la place de la monnaie locale? Eh bien, ça, c'est des choses à proposer en groupe de travail. Hein. Les monnaies locales, c'est intéressant, ça stimule les échanges locaux, donc ça va tout à fait dans le sens du projet. Maintenant, c'est un petit peu à réfléchir ensemble. Je ne sais pas s'il y a déjà une monnaie locale à Dinan, mais si ça n'était pas le cas, ben oui, c'est des choses que l'on peut réfléchir aussi, à voir si c'est quelque chose à développer, que l'on souhaite développer, bien entendu. David demande si on a déjà échangé avec les groupements d'achats locaux. Les GAL. Oui. Ah oui, les groupes d'action locale. Oui. Alors David, bonjour. Les GAL, donc les GAL, ce que j'entends par GAL, c'est groupe d'action locale, hein, dans le cadre du réseau de... Ah, mince, bref. Groupe d'action locale, en fait, il n'y en a pas. Réseau wallon de développement rural. Voilà, merci. Je ne retombais plus sur le terme. Donc des GAL, malheureusement, des GAL qui concernent les communes, ici, il n'y en a plus, hein. Il y en a eu un il y a quelques années, et puis finalement, ça n'a pas été renouvelé. Donc actuellement, il n'y a personne au niveau des GAL avec qui on peut travailler. Oui, il n'y en a plus sur Dinan. Oui, voilà, je vois qu'il y a des commentaires qui le confirment aussi. Leader, voilà, exactement. Alors, quid des ADL, je vois aussi. Ben, on a eu une réunion en visioconférence avec l'ADL de Dinan et l'ADL d'Anhé. Ils sont très, très enthousiastes par rapport au projet, donc ça, c'est vraiment chouette. Ils trouvent que c'est très beau, ils trouvent que c'est bien chargé aussi. Et ils sont même ouverts à ce qu'on puisse mettre en place des collaborations ensemble, puisque ça va aussi dans le sens de leur mission, qui est d'aider le développement économique au niveau de la région. Hein. Donc, on travaille aussi avec les ADL. Je ne vois pas toutes les questions. Ruche qui dit oui, paysans artisans. Alors, AMAP, Gazap, Ruche qui dit oui, paysans artisans. Alors, ce sont toutes des initiatives, effectivement. Donc, les groupements d'achat communs,
évidemment, on ne les a pas encore contactés directement parce que ce n'est pas toujours évident de trouver les coordonnées. Donc, j'ai déjà trouvé des sites internet, mais ce n'est pas toujours évident d'arriver à les contacter. Maintenant, c'est sûr qu'on va travailler ensemble. La ruche qui dit oui, je n'ai pas connaissance qu'il y en ait qui existent. Mais évidemment, il est sûr qu'à partir du moment où on va développer plus de production, plus de produits alimentaires bio et locaux, ce seront des produits qui pourront être commercialisés via des ruches, hein. Donc, c'est évidemment positif. Alors, je vois Paysans Artisans Co, PSEM. Donc, ce sont des coopératives qui font essentiellement de la commercialisation de produits locaux, bio et non bio aussi. Alors, il n'y a pas d'équivalent pour le moment en région dinantaise. Donc, il y a eu, je vois qu'il y a quelqu'un qui répond, il y a eu la coopérative sur Dinan, mais qui n'a pas très très bien fonctionné, qui vient d'être dissoute. Maintenant, voilà, ce sont des initiatives de commercialisation et ce vraiment sur quoi on veut travailler, c'est d'avoir des choses à vendre. Et donc, c'est de développer des produits finis au niveau du territoire qui pourront bien évidemment rejoindre ces coopératives, hein, qui sont en recherche toujours de produits bio et locaux. Donc, évidemment qu'il y aura des possibilités de partenariat. À partir du moment où les producteurs auront des produits finis, ils pourront bien évidemment les proposer dans le cadre de ces coopératives ou de la ruche qui dit oui. Virginie, une question. Alors Virginie, quid du public qui ne peut pas bénéficier des aides alimentaires du CPAS, mais pas assez de moyens pour bénéficier de l'alimentation bio? Comment allez-vous éviter le risque de certains clivages au sein de la population? Merci beaucoup parce que c'est une question très très importante. J'ai déjà commencé à creuser un peu ces questions de l'aide alimentaire aux personnes qui ont des difficultés. Et c'est sûr que les critères pour être aidés par les CPAS ne permettent pas d'inclure tout le monde et qu'il y a quand même des personnes qui ne bénéficient pas de ces aides. Alors dire aujourd'hui comment on va s'y prendre, c'est pas évident. En tout cas, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, on veut mettre en place des solutions inclusives et valorisantes et qui concernent tout le monde. Et donc, ce sont des choses qu'on va pouvoir réfléchir ensemble, évidemment, en fonction des types de solutions. Par exemple, l'autocueillette chez les maraîchers, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas accessible pour tout le monde. L'autocueillette, ça peut permettre en fait d'avoir accès à des fruits et légumes moins chers du fait que si on vient les récolter soi-même, c'est moins de travail pour le maraîcher et donc on peut s'accorder sur un prix un peu inférieur. Ça peut être une aide. Si on prend l'exemple des jardins partagés, de vergers collectifs, là aussi, il n'y a vraiment pas de discrimination, le fait que l'on soit ou pas au CPAS. Donc, on va vraiment, en fonction des différentes idées qui seront émises au niveau du groupe de travail alimentation solidaire, on va vraiment veiller, et ce sera un fil conducteur dans ce groupe de réflexion, mais dans les autres groupes aussi, toujours veiller à ce que les solutions, à ce que l'on met en place permettent une accessibilité pour tous. Alors, je vois Eric du Jardin de la Grelinette, mais j'ai toujours des choses qui se mettent dessus. Voilà. Alors, Eric, à côté des infrastructures de transformation essentielles, il faut aussi penser mutualisation des ressources. OK pour regroupement d'achat en ce qui concerne les machines coûteuses, voire aussi la main-d'œuvre partagée avec les groupements d'employeurs. Effectivement, c'est quelque chose que l'on veut, comme je le disais tout à l'heure, hein, voir les possibilités de cultiver ensemble, collaborer entre maraîchers pour mutualiser effectivement des machines coûteuses, hein. Le désherbage, c'est pas forcément à la main. On peut avoir des machines de désherbage très efficaces, mais qui sont peut-être un peu chères pour investir tout seul et finalement ne pas utiliser tous les jours. Donc, il y a peut-être des choses à voir. Et en effet, au niveau de la main-d'œuvre,
On a parfois besoin d'un coup de main au niveau des fermes, au niveau du maraîchage, voire d'autres activités comme de la transformation. Et on peut réfléchir, c'est déjà une idée que j'ai bien notée dans mon carnet, à voir un petit peu en fonction des besoins qui sont rencontrés par les acteurs. On peut réfléchir à mettre en place des groupements d'employeurs. Je sais que c'est quelque chose qu'ils font chez Paysans Artisans et qui a l'air de bien marcher, et qui est très intéressant à la fois pour les producteurs ou les transformateurs, mais aussi pour les personnes qui y travaillent et qui ont l'occasion de découvrir toute une série d'activités et de se former en même temps, c'est vrai, à différents métiers. Donc c'est très intéressant. Alors je vois que Virginie parle des problèmes de mobilité. Effectivement, vous soulevez effectivement une question importante aussi, c'est que rendre accessibles les produits bio et locaux, ça implique aussi d'avoir une attention particulière à leur accessibilité physique et au déplacement. Nous sommes quand même, il y a la ville de Dinan, mais quand même en zone rurale, les fermes ne sont pas en ville, et donc il faudra évidemment penser à cette question de la mobilité. Alors je sais que l'ADL de Dinan travaille actuellement sur un projet pour avoir un marché de producteurs au centre-ville de Dinan, ce qui pourra déjà aider certainement pas mal de personnes, mais on va y réfléchir évidemment de manière globale sur le territoire. Alors, on va se donner encore 5 minutes de questions. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Voilà, il y a quelqu'un qui dit que pour la mise en commun d'outillage paysan, il existe la coopérative Fabrique Paysanne. Merci beaucoup. Moi, je ne la connais pas, donc c'est un bon tuyau. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des tuyaux, à les donner dans le cadre du projet, parce qu'on ne sait pas tout connaître et ça nous permettra d'avancer. Alors, Jean-Marc Henry, dans mon cas, j'ai une grande parcelle de terrain à mettre à disposition et donc pourrions-nous envisager des actions collectives pour aider à porter ce projet? Oui, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on va mettre en lien les personnes qui ont des terrains et qui souhaitent les mettre à disposition d'un projet, en fonction aussi du type de projet qu'ils ont envie de développer, avec des personnes qui ont envie de mettre en place ces projets en pratique. Donc c'est quelque chose qu'on va faire et qu'on va pouvoir faire assez rapidement début d'année prochaine, tout simplement voilà, en recensant. Et je me demande si on ne va pas faire ça via un groupe Facebook, de permettre aux personnes qui ont des terrains de mettre une annonce, aux personnes qui cherchent des terrains pour une activité, de mettre une annonce et que les personnes puissent se rencontrer de cette manière-là. Aujourd'hui, chacun est dans son coin, donc c'est difficile, mais je pense que mettre en contact les personnes sera plus aisé. Et évidemment, une fois que les personnes sont en contact, voilà, on peut aussi conseiller ou aider à la mise en place, évidemment, en mettant en contact avec les bonnes personnes ressources. Alors, c'est pas moi qui irai clôturer le terrain, par exemple, vous en doutez bien, mais voilà, je pourrais essayer de faciliter l'installation en mettant en contact avec les bonnes personnes, quoi, par exemple. Alors, François Cerisier pose aussi une question. Pour les productions maraîchères, il y a un groupement de producteurs qui se met en place avec BioWallonie et Fugia. Merci beaucoup, effectivement. On ne manquera pas de le signaler, en tout cas, dans le cadre du groupe de travail où les personnes intéressées seront très certainement présentes. Alors, Virginie, qui représente la MOC Globuline, service d'aide aux jeunes, et qui seront ravis de faire ce retour de cette réunion aux collègues. Et ben voilà, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on pourra avoir de belles synergies ensemble. Je ne vais pas te parler. Vers de terre production, merci beaucoup Claire et Roland. On va voir, on va les contacter. Belle initiative, merci. Voilà, une dernière question peut-être? Et puis je ne sais pas si on en a raté beaucoup, mais
on refera le tour de toute façon, nous, et puis on répondra aux dernières questions sur lesquelles on n'aurait pas réagi éventuellement par mail. Une dernière petite question. Bon, ben ça a l'air... voilà. Eh bien, merci beaucoup. Ah, je vois qu'une question... Non, quelqu'un qui a quitté. Alors, ben merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation, pour tous vos retours dans la discussion, parce que j'ai lu quand même pas mal de commentaires qui étaient très enthousiastes sur le projet, donc merci beaucoup. C'est un enthousiasme partagé. Alors oui, je vois une... Ah ben voilà, Michel, merci beaucoup. Alors, pour le suivi, quel rythme? Claire et Roland, est-ce que vous pourriez préciser votre question? Peut-être réactiver votre micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le suivi, je veux dire, la mise en place des groupes de travail, des choses comme ça. Oui, alors les groupes de réflexion qu'on va mettre en place sur les 3 différents thèmes que je vous ai proposés tout à l'heure. Donc moi, j'y serai présente pour les animer, mais voilà, comme je l'ai présenté dans un slide, c'est pas venir avec toutes les idées, c'est surtout vous aider à vous participants à faire émerger ces idées, à discuter, à voir ce qui conviendrait le mieux Pardon, je suis distraite. Ce qui conviendrait le mieux pour le territoire. Donc, il y aura un suivi presque permanent. Je ne dis pas qu'à un moment donné, on ne fera pas des tout petits sous-groupes pour réfléchir à des plus petites questions, mais en tout cas, il y aura un suivi qui sera en continu. Et moi-même, j'ai un comité de pilotage au niveau du projet que je réunis à chaque fois que c'est nécessaire. Donc, il y aura un suivi, évidemment. On ne va pas vous lâcher dans la nature avec toutes ces belles choses à créer. Voilà, je précise aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le rappeler tout à l'heure, que nous avons enregistré la présentation et même une partie des questions-réponses, on les laissera peut-être à la fin. Donc, l'enregistrement sera mis en ligne très certainement demain sur Internet et on vous enverra le lien ou on le communiquera par le site Internet et par Facebook pour que vous puissiez revoir certaines choses éventuellement, mais aussi peut-être partager le lien à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas, évidemment. Comme ça, tout le monde aura pu bénéficier ici de la présentation du réseau. Et donc, demain aussi, je mettrai en ligne un petit formulaire qui vous permettra de vous inscrire au groupe de réflexion que j'ai repris tout à l'heure et déjà même en émettant quelques idées déjà lors de votre inscription de manière à ce qu'on puisse récolter les coordonnées des personnes intéressées. Voilà, je vois encore des merci, des bravos, c'est magnifique. À mon tour de vous remercier pour votre participation, pour votre engouement. C'est vraiment super. C'est un très très beau projet. Ce sont des très belles idées que l'on défend à Nature et Progrès avec la Fondation Ciris. Et de voir que ces idées ont un écho auprès de vous, c'est la plus belle récompense pour ce soir. Un tout grand merci. Et puis, je vous dis à très très bientôt alors avec le lancement des groupes de discussion. Je vous souhaite une bonne soirée.